Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le sujet des prestations intellectuelles inclusives. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à indiquer dans le chat voilà, dans quelle entreprise ou organisation publique vous travaillez, et aussi est-ce que vous avez déjà réalisé des achats de prestations intellectuelles inclusives. Comme ça nous permettra de connaître un peu votre niveau de maturité sur le sujet et potentiellement d'adapter notre discours. Bonjour Céline, bonjour Mickaël, bonjour Benoît, bonjour Stéphanie, bonjour Cécile, bonjour Sama. Bienvenue, on va laisser encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, vous avez été nombreux à vous inscrire et on en est extrêmement content, parce qu'en effet, ce sujet est intéressant et nous tient à cœur. Et l'avantage de ce webinaire, c'est que vous aurez tant une partie, je vais dire, théorique sur la partie achat inclusif que vraiment des cas pratiques, parce que l'objectif de ce webinaire, c'est de montrer que ça fonctionne et que vous pouvez y aller à l'issue de ce webinaire et que vous n'êtes pas tout seul, surtout pour pouvoir le faire. Donc bienvenue. On a des personnes du ministère de la Justice, de la CPAM. Il semble qu'on a aussi des acheteurs privés, donc c'est bien. La fonction achat est bien représentée et j'en suis le premier satisfait. Stéphanie, en effet, vous verrez que les achats inclusifs sont très larges. Voilà, ils couvrent 150 secteurs d'activité. Donc en effet, il n'y a pas que du travail et des services plutôt manuels réalisés par des ESAT. Vraiment, la palette est très large. Et voilà, on a vocation à travers ce webinaire de montrer l'étendue, notamment par la partie prestations intellectuelles, que vous pouvez faire des achats inclusifs sur une très large palette même de sujets, de services et même de mise à disposition de personnel. Donc bienvenue. Écoutez, je vous propose de démarrer. Il est 11h04. Voilà, vous êtes 55 aujourd'hui, en tout cas présents à cette heure-ci. Donc voilà, comme je le disais en préambule, le sujet, c'est les prestations intellectuelles inclusives, donc avec les bonnes pratiques, mais aussi et surtout des success stories. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Nabil Mohamed Krassaï, je suis expert achat au sein du marché de l'inclusion. Et donc, mon rôle au sein du marché de l'inclusion, c'est de promouvoir les achats inclusifs et d'accompagner, sensibiliser les acheteurs sur le sujet des achats inclusifs au sens large, mais aussi j'accompagne des structures de l'insertion et du handicap sur la compréhension de la fonction achat et sur la réponse à appels d'offres privés et publics. Bonjour à tous, Jonas Guyot, je suis le directeur RSE Sustainability de Little Big Connection. Little Big Connection, qui est une plateforme qui va mettre en relation des grandes organisations et l'ensemble de leurs fournisseurs de prestations intellectuelles. Bonjour à tous, donc moi c'est Jessica Weinreb, je suis la cofondatrice de Au Carré. Au Carré, on est une entreprise d'insertion dans le numérique. Bonjour à tous, je suis Mathieu Bars, directeur général de Numérique EA, qui est une agence web spécialisée en accessibilité numérique, et on est une entreprise adaptée. Merci beaucoup. Bon, on va démarrer. Alors, la première partie, ça va être sur la partie, entre guillemets, théorique, plutôt, voilà, sensibilisation sur le sujet des achats inclusifs. Et on va démarrer par la première question. Qu'est-ce qu'un achat inclusif? Donc, un achat inclusif, en fait, c'est un achat qui va être réalisé auprès des structures de l'insertion et du handicap. Et donc, ces structures-là sont dites inclusives parce qu'elles accompagnent des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, les fournisseurs inclusifs, donc l'IAE et le STPA, donc l'IAE l'insertion et le STPA le handicap, représentent environ 6500 entreprises
de 6500 entreprises et donc 6500 fournisseurs qui couvrent aujourd'hui voilà, 150 environ secteurs d'activité. Donc, comme je le disais, la palette est très large. Et donc, le développement des achats inclusifs est un levier majeur pour atteindre les objectifs RSE, donc fixés soit par sa direction générale, mais aussi par ses clients, parce que quand on répond à des appels d'offres, on est aussi soumis aux exigences RSE de ses clients ou de ses prospects. Et donc, comme je le disais, les structures accompagnent des personnes éloignées de l'emploi, mais ce n'est pas que sur la partie travail. Donc, il y a aussi donc cette nécessité de pouvoir accompagner les personnes sur les problématiques sociales, notamment de logement et mobilité, parce qu'on le sait tous, quand on a des problèmes de mobilité ou des problématiques de logement, il est difficile de pouvoir s'intégrer durablement dans une activité professionnelle parce qu'on a plein de choses d'autres à gérer. Et donc, les structures de l'insertion et du handicap vont aussi accompagner les personnes à résoudre leurs problématiques sociales. Elles vont accroître également l'employabilité des personnes éloignées de l'emploi via l'acquisition de nouvelles compétences, donc soit par de la formation, soit par de la réalisation de prestations, mais aussi de les accompagner pour construire un véritable projet professionnel et de réussir à trouver leur voie. Et l'objectif de tous ces paramètres, entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir trouver un emploi durable sur le marché du travail classique. Ensuite, sur la partie enjeux, donc quels vont être les impacts des achats inclusifs? Donc, premièrement, ça va vous permettre de dynamiser ou de redynamiser l'activité sur votre territoire, mais pas que sur le territoire national aussi. Voilà, l'ADN, entre guillemets, des structures, c'est vraiment d'accompagner des personnes sur leur territoire. Et donc, ça va permettre de pouvoir dynamiser, redynamiser une activité sur un territoire donné. Ensuite, ça va permettre également d'améliorer son impact environnemental, notamment par des prestations locales, mais aussi parce qu'il est possible de pouvoir combiner l'aspect écologique, mais aussi l'aspect social grâce à un achat inclusif, parce que énormément de structures aujourd'hui sont sensibles et mettent en place des actions pour améliorer leur impact environnemental et donc l'impact environnemental de vos achats. Et là, vous l'avez compris, sur le troisième, je ne reviens pas dessus, mais lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle via l'accompagnement qui est apporté aux personnes éloignées, aux personnes accompagnées. Ensuite, via donc les achats que vous allez réaliser auprès du secteur du handicap, vous allez pouvoir soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi réduire votre contribution à la GFIP grâce à vos achats si vous ne répondez pas, entre guillemets, aux exigences donc de 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans votre entreprise. Ensuite, l'autre impact, c'est aussi de pouvoir sortir, entre guillemets, de la relation classique, je vais dire, fournisseur-client, où on parle beaucoup de partenariat au niveau des achats. C'est un mot un peu galvaudé malheureusement actuellement, mais quand vous faites des achats inclusifs, là vous allez vraiment avoir une relation de proximité parce que les structures de l'insertion et du handicap sont très sensibles à la relation qu'elles portent à leurs clients et la qualité des prestations associées. Ensuite, sur le deuxième impact, mais ça je pense que vous l'avez compris, le développement d'une démarche RSE et achat responsable parce que les achats inclusifs sont un pilier de la partie RSE. Il n'y a pas que l'environnement dans la RSE, il y a aussi l'aspect social. Et comme je le disais, vous pouvez aussi combiner donc faire une pierre deux coups en faisant un achat inclusif avec des dispositions sociales. Et donc ça vous permettra entre guillemets de ne pas vous de diluer les actions et d'avoir des actions qui soient doublement impactantes. Ensuite, et ça je le disais tout à l'heure, répondre aux exigences sociales de vos clients parce que aujourd'hui on est tous acheteurs, mais il y a peut-être des acheteurs sous-traitance aussi dans l'audience. Et quand on répond à des appels d'offres, quand notre entreprise répond à des appels d'offres, elle doit montrer entre guillemets patte blanche sur la partie RSE, que ce soit sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie sociale. Et donc, le fait de faire des achats inclusifs
d'avoir, par exemple, des sous-traitants ou des co-traitants ou des partenaires fournisseurs inclusifs permet de mettre en avant sa démarche RSE et donc de gagner des points et de gagner potentiellement plus facilement des appels à projets et des appels d'offres. Et voilà le deuxième impact, se différencier de la concurrence, parce que si vous avez une démarche réellement lancée, réellement concrète, ça vous permettra de vous différencier par rapport à votre concurrence qui sera peut-être sur des actions un peu moins poussées, un peu moins concrètes, un peu plus dans la communication. Maintenant, on va passer sur les leviers que vous pouvez utiliser pour faire des achats inclusifs. Et ça, le sourcing, c'est vraiment, entre guillemets, game changer, c'est-à-dire que, et là, on le voit, très peu d'acheteurs, il y a 30% d'acheteurs qui ne font jamais de sourcing, et ça, c'est quand même un chiffre qui est un peu alarmant. Sauf que le sourcing, en fait, quand on veut faire des achats inclusifs, ça permet déjà d'identifier quelle est l'offre sur le marché. Donc, est-ce que je peux faire un achat inclusif? Est-ce que le secteur de l'inclusion peut répondre à mon besoin? Et donc, ça, c'est le sourcing qui va pouvoir le faire. On en parlait, Stéphanie le disait tout à l'heure, où elle avait une vision des services manuels qui peuvent être réalisés par des ESAT, mais comme je le disais, 150 secteurs d'activité. Donc, le sourcing va vous permettre aussi d'avoir une meilleure vision, une vision beaucoup plus claire sur les capacités du secteur de l'inclusion. Et donc, grâce à ce sourcing, vous allez pouvoir également identifier l'expertise, mais vous allez pouvoir entrer en relation et entrer en contact avec des fournisseurs inclusifs qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur leurs capacités, mais aussi potentiellement sur les contraintes de leur structure. Donc, que ce soit en termes de moyens humains ou en termes de moyens techniques. Et aussi, le sourcing, et ça, à mon sens, on le dit pas assez, mais le sourcing permet aussi de capter l'innovation, de sortir un peu du copier-coller des appels d'offres ou des marchés ou des contrats qu'on avait avant en se disant bon bah je copie-colle et ça fera l'affaire. Le sourcing va vous permettre aussi de capter l'innovation grâce au contact que vous allez avoir avec les différents fournisseurs. Et donc l'objectif du sourcing, c'est de calculer en fait un potentiel inclusif de son projet d'achat et d'alimenter en fait et de construire sa stratégie achat. Donc, qu'est-ce que le potentiel inclusif? Donc, le potentiel inclusif, c'est l'identification du nombre de fournisseurs inclusifs en capacité de répondre à son besoin. Donc, capacité de répondre à son besoin, tant sur la partie expertise, tant sur la partie moyens humains et tant sur la partie technique. Et en fonction de ce potentiel inclusif, vous allez être en capacité d'identifier la meilleure stratégie achat avec une considération sociale. Donc, si, par exemple, le potentiel inclusif est élevé, dans ces cas-là, vous pouvez très bien prendre la décision de ne contacter et de ne consulter que des fournisseurs inclusifs parce que vous avez la certitude que le marché sera en capacité de répondre à votre besoin. Si celui-ci est modéré, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle une clause sociale, donc c'est-à-dire un nombre d'heures ou une part de sous-traitance qui sera réalisé par des fournisseurs inclusifs ou par des personnes éloignées de l'emploi. Et ensuite, si le potentiel inclusif est insuffisant, nous, ce qu'on prône, c'est de pouvoir intégrer tout de même un critère social parce que l'objectif, c'est de pouvoir aussi éduquer ces fournisseurs sur ce sujet-là en les poussant à intégrer plus de social. Et donc, l'intégration d'un critère social va vous permettre de valoriser et de privilégier, entre guillemets, et de mieux noter des fournisseurs qui sont déjà intégrés dans cette démarche. Je vous fais un rapide panorama sur la partie prestations intellectuelles. Aujourd'hui, nous, on identifie environ une soixantaine de fournisseurs inclusifs capables de répondre à des besoins sur l'IT, mais aussi à des fonctions support. Voilà, j'ai mis quelques logos, mais le panorama est vraiment très large. Et là, on parle plutôt donc de cabinets, entre guillemets, d'entreprises qui vont vous permettre de leur demander des prestations. Mais vous avez aussi la partie, entre guillemets, travail indépendant, freelancing, parce qu'il y a aussi des travailleurs qui sont, des personnes éloignées de l'emploi, mais qui sont indépendants. Et donc, il y a 6 entreprises qui vont vous permettre de sourcer des travailleurs indépendants
éloignés de l'emploi pour réaliser vos prestations intellectuelles. Je vais laisser la main à Jonas du coup pour la partie Little Big. Merci beaucoup Nabil pour cette introduction. Bonjour à tous. Pour me représenter brièvement, je m'occupe donc de la RSE chez Little Big Connection. Little Big Connection, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, une plateforme qui va créer un lien direct et transparent, principalement entre des grandes organisations et leurs fournisseurs de prestations intellectuelles. Ce lien, on le fait aujourd'hui, on l'opère de deux manières différentes, à travers un logiciel qu'on appelle un Vendor Management System qui permet de piloter l'ensemble des fournisseurs de prestations intellectuelles qui sont déjà référencés dans une organisation. Et on le fait à travers une marketplace qui leur permet d'avoir accès à des expertises complémentaires issus soit de petits cabinets de conseil, soit des profils freelance. Ce qu'on va un peu appeler sous le nom du nouveau monde du travail, avec des acteurs de plus petite taille, plus spécialisés, aussi au plus proche des besoins et des localisations des grandes organisations. Évidemment, dans ce monde du travail, on va inclure le monde de l'insertion, le monde de l'inclusion, le monde du STPA, et ça nous paraît être une dimension absolument indispensable. Et on observe, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce monde gagne en maturité avec des organisations qui sont capables d'accompagner de mieux en mieux nos clients autour de leur recherche d'expertise, de leurs besoins en termes d'expertise. Donc ça fait 3 ans chez Little Big Connection qu'on a opéré une démarche ambitieuse autour de l'impact social et environnemental en nous fixant une mission de favoriser à travers à la fois notre plateforme et les fonctionnalités de notre plateforme et à la fois à travers notre accompagnement, de favoriser des achats plus inclusifs et plus durables. Donc aujourd'hui, on insiste un peu plus sur la partie inclusion. Je vais pas revenir sur l'intérêt d'une démarche d'inclusion qu'a très bien présenté Nabil. Je vais juste revenir sur deux éléments qui me semblent importants. Effectivement, nécessairement, lorsqu'une organisation va vouloir se lancer dans ce type de démarche, c'est pour répondre à une problématique sociétale. Aujourd'hui, on a 12 à 15% des personnes actives qui sont reconnues en situation de handicap qui sont au chômage. C'est presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Donc, il y a évidemment un enjeu sociétal et une responsabilité majeure de la part des grandes organisations pour contribuer à la résolution de cet enjeu sociétal. Mais il y a aussi un enjeu finalement d'accès aux compétences, un enjeu du coup de performance, puisqu'on voit qu'aujourd'hui le secteur de l'inclusion est un secteur qui est de plus en plus mature et qui est capable d'accompagner à peu près tout type de besoins en termes de prestations intellectuelles, à la fois avec des entreprises spécialisées sur ces sujets-là, mais aussi avec on observe un fort développement sur ce sujet-là, avec des travailleurs indépendants en situation de handicap, ce qu'on appelle des TIH, et on en a aujourd'hui au moins 5000 qui sont spécialisés dans le secteur de la prestation intellectuelle et donc évidemment qui peuvent permettre d'élargir l'accès à des compétences pour les organisations sur parfois des compétences qui sont en forte tension. Donc avec Little Big Connection, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on a testé différentes approches, différents dispositifs pour finalement permettre à des acteurs du monde de l'inclusion de démarrer des accompagnements, de placer finalement leurs consultants chez nos clients. Ce qu'on a d'abord constaté, c'est finalement certains écueils qui étaient récurrents. C'est que finalement, ce sujet-là intéresse de plus en plus, ce qui est une excellente nouvelle. Quand on en parle auprès des opérationnels, tout le monde a envie, finalement, est plutôt sensible et a envie de mettre en place cette démarche-là. Mais parfois, il y a une véritable difficulté, finalement, à transformer, à faire en sorte que ces nouveaux acteurs-là du monde de l'inclusion puissent vraiment démarrer les projets autant que des cabinets ou des ESN plus classiques. Un écueil finalement qu'on a pu constater, c'est de tout miser sur une large sensibilisation en se disant on va énormément parler du sujet et puis ça va suffire, les opérationnels vont pouvoir travailler avec des acteurs du monde de l'inclusion. C'est évidemment une action qui est utile mais qui n'est pas nécessaire. Pas nécessaire, pourquoi? Pas suffisante, pardon. Pas suffisante parce que cette approche nécessite un petit peu de sur-mesure et d'identifier finalement des équipes, des opérationnels qui ont des expertises
des besoins d'expertise qui sont particulièrement pertinents pour faire appel au monde de l'inclusion. Ça nécessite aussi d'adapter parfois les appels d'offres. On ne va pas rédiger, d'ailleurs le marché de l'inclusion a rédigé un guide sur la manière de rédiger des appels d'offres plus inclusifs. Et puis ça va aussi demander de mettre en place certaines pratiques qui vont favoriser aussi les entreprises adaptées ou les entreprises d'insertion pour dépasser finalement la concurrence classique qu'il peut y avoir avec les cabinets classiques ou les ESN classiques. Donc ça demande in fine de mettre en place un dispositif particulier et de sortir aussi un petit peu du coût qualité-délai, donc de cette matrice un peu classique qu'on va retrouver en y intégrant, ce qu'évoquait aussi Nabil, finalement un quatrième critère qui est un critère d'inclusion dans le choix des prestataires. Et donc les facteurs clés de succès qu'on a pu identifier, ce qui nous ont permis de mettre en place des démarches qui ont vraiment porté leurs fruits, c'est de vraiment cibler dans les organisations des équipes, quelques opérationnels qui à la fois ont une sensibilité particulière autour de ces sujets-là. Donc c'est souvent aussi des opérationnels qui vont se porter volontaires en général à l'issue d'une sensibilisation par exemple, et qui ont des besoins sur lesquels on identifie une vraie cohérence avec ce que sont en mesure de proposer des entreprises du secteur de l'inclusion. Un enjeu aussi de penser dans la durée ce type de collaboration-là, et donc très en avance de phase, de créer des liens entre les équipes et des acteurs du monde de l'inclusion. De ne pas attendre, entre guillemets, qu'il y ait un besoin qui soit urgent pour rencontrer une entreprise d'insertion, mais donc aussi d'être dans une dynamique de coopération avec des rencontres régulières entre ces équipes opérationnelles et les acteurs du monde de l'insertion et du secteur adapté. Comme je l'évoquais, un travail aussi sur les appels d'offres pour que les appels d'offres puissent être les plus adaptés au secteur de l'inclusion et puissent encourager aussi au maximum les acteurs du monde de l'inclusion à répondre à ces appels d'offres et, dans la mesure du possible, un dispositif qui leur permet d'avoir accès en exclusivité ou en tout cas en avance de phase à ces appels d'offres pour qu'ils puissent du coup se positionner en amont et du coup être particulièrement compétitifs aussi par rapport aux ESN plus classiques. Donc voilà, c'est vraiment en général un dispositif qui demande beaucoup d'interaction, beaucoup de communication, et puis aussi une vraie coopération entre différents acteurs clés, les acheteurs évidemment, qui sont en général à l'origine de ce type de démarche et sponsors de ce type de démarche, les opérationnels, les équipes opérationnelles cibles qui ont été identifiées, et puis les acteurs du monde de l'inclusion pour finalement faire en sorte que la connaissance mutuelle puisse se développer et être maximisée tout au long du process. Pour donner quelques éléments rapidement, avant d'aller sur des exemples précis, aujourd'hui sur notre marketplace, on va retrouver dans les entreprises adaptées, mais aussi auprès des TIH, des compétences sur les métiers du numérique, de la transformation digitale. C'est aujourd'hui peut-être l'expertise qui est la plus développée, mais c'est pas non plus uniquement cette expertise qui existe, il ne faut pas se limiter à ça. On a aujourd'hui des compétences qui sont variées sur les sujets du marketing, de la communication, de la chefferie de projet, évidemment sur les sujets du support, support technique, support administratif, back-office, des sujets d'ingénierie aussi qui commencent à se développer, et puis évidemment les expertises davantage liées à la RSE, à l'accessibilité numérique ou à l'intégration du handicap. On va aussi retrouver finalement une présence géographique qui est principalement présente en Île-de-France, où il y a peut-être un peu plus d'acteurs et de maturité des acteurs en région Île-de-France, mais c'est pareil, c'est pas du tout limité à l'Île-de-France. On a aujourd'hui, nous, sur notre marketplace, des acteurs qui sont en mesure de couvrir des besoins sur les différents territoires. Et enfin, sur les sujets, les types de handicap qu'on va retrouver, finalement, ça peut être très, très varié. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir la plupart des handicaps qui sont des handicaps invisibles. C'est 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles, et donc qui finalement vont demander des ajustements légers, voire très légers
des organisations pour intégrer ce profil en situation de handicap. Et les handicaps peuvent être très variés, avec des handicaps moteurs, handicaps visuels ou auditifs, qui sont peut-être les plus récurrents, en tout cas sur la prestation intellectuelle, en tout cas ceux avec lesquels nous on va davantage travailler, mais on a aussi des projets avec des handicaps cognitifs ou psychiques sur certains types de besoins particuliers et du coup d'aménagement qui peuvent être un peu plus importants. On nous pose souvent la question chez Little Big Connection en tant qu'intermédiaire, de dire mais finalement quelles sont les compétences que vous êtes capable d'aller sourcer auprès du secteur de l'inclusion. Et donc aujourd'hui, avec Nabil, avec le marché de l'inclusion et puis avec d'autres acteurs, on est en train de réfléchir à la création d'une cartographie des compétences disponibles au sein des entreprises de l'inclusion. Et donc, ça nous intéresse beaucoup d'avoir un peu votre avis, votre ressenti aujourd'hui sur ce projet-là. Dans quelle mesure aujourd'hui vous seriez intéressé par une cartographie qui permettrait d'identifier plus facilement les compétences qui sont disponibles au sein des entreprises de l'inclusion, entreprises d'insertion et entreprises adaptées. Voilà, en permettant d'avoir un niveau d'analyse et de finesse qui soit un peu plus détaillé que de dire c'est de la prestation intellectuelle dans l'IT, par exemple. Donc, je vous invite, je crois que vous avez tous une pop-up qui est apparue à répondre à cette question. Et puis, évidemment, ça nous permettra aussi déjà de comprendre si ça répond à un vrai besoin de votre part et puis ensuite potentiellement de vous recontacter pour que cette cartographie vous soit la plus utile. Voilà pour Little Big Connection. Maintenant, je suis ravi du coup de passer la main à Mathieu et puis ensuite à Jessica qui vont vous donner des retours d'expérience et des illustrations très concrètes d'entreprises adaptées et entreprises d'insertion. J'en profite juste pour vous dire, voilà, je n'ai pas dit en début de webinaire, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire. L'objectif, c'est aussi que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, vous avez deux possibilités, soit vous les intégrez dans le chat directement, soit vous avez un onglet questions. De toute façon, moi, je regarderai dans les deux espaces. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà une première question de Sama qui demande si ça ferait doublon avec l'espace Endeco. Alors, Endeco, c'est surtout sur la partie handicap. D'ailleurs, Osmose et Endeco et le GESAT ont fusionné pour donner lieu à Osmose. Donc, c'est uniquement sur la partie donc handicap. L'objectif, en tout cas, le marché de l'inclusion couvre aujourd'hui les deux secteurs, donc l'insertion et le handicap. Donc, il y a 2500 fournisseurs sur la partie handicap et 4000 fournisseurs sur la partie insertion. Donc pas de doublon parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir dresser un panorama complet des compétences issues de l'insertion, mais aussi du handicap. En se spécialisant du coup sur la prestation intellectuelle en l'occurrence, et du coup en allant aussi sur un niveau de précision du type de compétences qui soit un petit peu plus important. On continue, du coup. C'est bon, Mathieu, ouais, merci. Ok. Bonjour à tous. Merci Nabil et merci Jonas pour l'invitation à ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous. Donc je suis Mathieu Bars, je suis directeur général de Numérique EA et voilà, on va vous présenter en quelques minutes qui on est, ce qu'on fait et 3 cas d'usage qui vous permettent de manière très concrète de potentiellement vous projeter dans l'un des cas. Donc Numérique EA, c'est une agence web qui est spécialisée en accessibilité numérique et on a un agrément d'entreprise adaptée. Donc un agrément d'entreprise adaptée, c'est un engagement, notamment vis-à-vis de l'État, à recruter majoritairement des personnes en situation de handicap. Donc on va le voir aujourd'hui, l'équipe de Numérique EA est principalement composée de personnes en situation de handicap. Donc nos 3 valeurs aujourd'hui au sein de l'entreprise, c'est solidarité, bienveillance et exigence. Tout ça avec en toile de fond, avec un objectif cible qui est de favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap. Nos engagements, c'est effectivement un accès à l'emploi dans des conditions
adapté, accompagner le projet professionnel, ça c'est important, je crois que ça a été souligné aussi par Nabil au début, c'est-à-dire que notre raison d'être, c'est aussi d'accompagner le projet professionnel des gens qui nous rejoignent et potentiellement aussi être une passerelle vers d'autres employeurs à l'issue d'un parcours chez nous. Quelques chiffres clés pour avoir une vision de l'entreprise. Numérica existe depuis 9 ans. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Il y en a les 3/4 qui sont dédiés aux missions d'audit et conseil en accessibilité numérique. On a fait beaucoup d'audits et de conseils en accessibilité numérique, plus de 250 audits. Et il y a 80% de l'équipe qui est en situation de handicap. Et là, il y a une petite photo de l'équipe qui est dans nos locaux à République. Voilà. Nos offres, donc on a mis en majeur effectivement l'accessibilité numérique. C'est ce qui nous occupe quasiment à 80%. Il y a d'autres familles de métiers qu'on peut adresser qui sont comme la création de sites internet, la gestion de contenu. Donc ça c'est tout ce qui est webmastering, gérer des campagnes emailing et gérer des campagnes de test. Donc c'est la recette utilisateur. Mais c'est vrai que la grosse dominante, c'est les sujets d'accessibilité numérique. Je vais peut-être prendre un petit moment aussi pour... Je vais le faire tout de suite. Juste pour expliquer ce que c'est, quand même ce que c'est que l'accessibilité numérique. C'est de s'assurer et de veiller à ce que les sites internet, les intranets, les apps, le mobilier urbain interactif soient accessibles à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. Donc il y a un référentiel en France qui permet d'évaluer tout ça, qui est le RGAA, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc ça permet de vérifier la conformité d'un site par rapport à ce référentiel et de donner des explications, en tout cas des recommandations sur les recommandations à mettre en place pour tendre vers un meilleur niveau d'accessibilité. Donc c'est un vrai sujet à la fois technique, comme je l'évoque là, mais aussi c'est un sujet d'inclusion au niveau de la société plus globalement. Est-ce que une personne elle peut acheter son billet de train en ligne? Est-ce qu'elle peut prendre son billet de théâtre, accéder à son compte Amélie? Voilà, toutes ces démarches publiques en ligne, elles ont vocation à être accessibles à tous. Donc dans nos références, on les a classées en deux grandes parties. La première, c'est d'ailleurs, je crois que j'ai vu en début de webinaire, il y a quelqu'un du Calvados qui s'est connecté, donc super. En plus, c'est un des cas d'usage qu'on présente derrière. Beaucoup de structures du secteur public, parce que effectivement, ils sont concernés par la réglementation en lien avec l'accessibilité numérique. Ils ont des obligations de évaluer la conformité de leur site, de publier des déclarations d'accessibilité. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec le secteur public, que ce soit des ministères, des régions, des conseils départementaux, des agences de l'État. Donc voilà, c'est une grosse part de notre activité, mais également des acteurs du secteur privé. Jusqu'à maintenant, la réglementation était acteurs privés avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros annuels sont également concernés par la réglementation, même si au 28 juin 2025, ça va se durcir. Bon, c'est pas l'objet du webinaire, mais donc du coup, effectivement, on travaille effectivement avec beaucoup d'acteurs du CAC 40 parce qu'ils sont concernés par la réglementation sur l'accessibilité numérique. Et je rejoins ce qui a été dit aussi par Nabil et Jonas. Les relations qu'on noue avec ces acteurs-là, ça dépasse largement le cadre de la simple relation client-fournisseur. C'est vraiment des relations durables. On peut appeler ça des partenariats ou une collaboration vraiment sur le long terme. Airbus, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux, LVMH aussi, L'Oréal aussi. Voilà, c'est vraiment des relations de longue durée sur lesquelles nous on s'investit et qui font qu'effectivement ça dépasse bien au-delà le cadre purement client-fournisseur. 3 petits cas d'usage à vous partager, qui sont 3 cas différents. Le premier, on a sélectionné l'entreprise Content Square. C'est un acteur spécialisé dans le numérique et dans l'expérience utilisateur.
Et c'est intéressant comme cas d'usage, c'est-à-dire que ils nous ont sollicité pour qu'on puisse nous apporter notre expertise sur l'accessibilité numérique pour en faire profiter leurs clients. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui est quand même assez fréquent. On peut être sollicité par des agences web, par des ESN, là typiquement par des spécialistes du numérique comme Content Square, qui ont des enjeux sur l'accessibilité numérique à adresser pour leurs clients et qui nous sollicitent pour que nous on puisse apporter cette expertise-là. Donc on peut tout à fait intervenir en sous-traitance d'un acteur pour en faire bénéficier leurs clients finaux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec Content Square. Et pareil, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble avec Content Square. Un second exemple, donc là c'est un acteur du secteur privé qui a bien évidemment est concerné par la réglementation liée à l'accessibilité numérique, qui a un écosystème digital qui est riche et cette relation commerciale, elle a aussi été facilitée par Little Big Connection. Ça a permis effectivement de faciliter grandement tous les aspects référencement, les aspects contractuels. Donc ça s'est fait très facilement et très rapidement. Et aujourd'hui, on continue de travailler avec Total Energy depuis 4 ou 5 ans. Et effectivement, ils ont un écosystème digital qui est tellement riche que des besoins d'audit et de conseils et d'accompagnement sur l'accessibilité numérique, ils sont nombreux. Et donc, voilà, je pense que ça fait sens pour cet acteur, à la fois de bénéficier de notre expertise sur le sujet et à la fois de se dire que c'est un achat inclusif, responsable. Donc, ça fait partie aussi de leurs enjeux, de leur stratégie. Et un dernier cas d'usage, donc là on a pris du coup un cas, une structure du secteur public qui effectivement a des enjeux d'obligation, on l'a déjà dit, et il y avait 10 audits pour des sites internet du département du Calvados pour évaluer la conformité de ces sites, publier ce qui s'appelle des déclarations d'accessibilité, et donc effectivement le département du Calvados nous a sollicité pour mener ces travaux et leur mettre à disposition tous ces livrables. Donc voilà, ça c'est les 3 cas de figure les plus fréquents sur lequel on intervient. Acteurs spécialisés où on est en sous-traitance, co-traitance, acteurs privés avec qui on travaille en direct ou avec l'aide de Little Big Connection, ou des acteurs du secteur public. Je rajoute un tout petit point sur dans les clés de succès aussi que Jonas a évoqué pour les services achats ou pour les opérationnels. Il y a peut-être aussi un réflexe ou une recommandation, c'est aussi de se tourner vers les missions handicap s'il y en a, ou les directions diversité inclusion. Souvent, ils ont une bonne connaissance du marché des acteurs du secteur protégé adapté ou du secteur de l'insertion. Et donc, nous, ça nous est arrivé très fréquemment que ce soit ces services-là qui aient été aussi un peu catalyseurs de la relation. Donc voilà, ça peut être aussi des bons relais pour vous pour avoir une connaissance des acteurs sur le marché où vous avez besoin de prestations. S'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Jessica. Eh ben, merci Mathieu. Rebonjour à tous. Donc moi, c'est Jessica Weinreb, cofondatrice de Au Carré. Au Carré, donc on est une entreprise d'insertion dans le numérique. Donc, pour vous expliquer un peu plus en détail, donc on a en fait 2 types de prestations, 2 activités sur notre entreprise d'insertion. Déjà, on se présente, en tout cas, on est une agence de développement d'applications sur mesure. Application métier en no-code. Donc, on est spécialisé sur la technologie du no-code. Le no-code, c'est une technologie qui permet de développer des applications métiers assez poussées. Je vous détaillerai tout à l'heure dans les cas d'usage des types d'applications qu'on peut développer en no-code. On a également une activité de SN inclusive dans laquelle on va pouvoir positionner des développeurs juniors pour nos clients. Donc, on intervient soit en régie, soit au forfait, donc en développant des applications sur mesure, mais également en mettant à disposition donc des développeurs juniors. Et pour
côté développeur, côté personne en insertion, comment ça fonctionne? Donc en fait, on a cette entreprise d'insertion, comme on vous l'a détaillé préalablement avec l'intervention de Nabil et Jonas. En fait, notre entreprise d'insertion a un agrément qui nous est donné par l'État et qui nous permet d'accompagner des personnes qu'on appelle éloignées de l'emploi, mais qui sont en fait des personnes voilà, qui peuvent avoir un handicap, qui peuvent être également être réfugiés, bénéficiaires de la protection internationale. On a également des profils de personnes qui sont tout simplement en transition professionnelle et qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire dans cette transition-là. Donc en fait, comment ça fonctionne pour Au Carré? Comment on va aller capter ces publics? Donc on va aller sur le terrain. Nous, on est en Seine-Saint-Denis dans le 93. On va sur le terrain et on va aller identifier les talents, les futurs talents qu'on va pouvoir accompagner au sein de notre entreprise d'insertion. Donc comment on fait? On leur fait passer des tests de logique, on fait passer également des tests sur leur motivation pour identifier ces personnes qu'on va pouvoir accompagner et pour qui ça va être une réussite de pouvoir suivre notre parcours. Donc on va aller ensuite dans une deuxième étape les former. Donc on a un organisme de formation où on forme chacune de ces personnes pendant 3 mois au métier de développeur no-code, mais également avec tout un travail sur la posture professionnelle, avoir également les bonnes compétences transversales qui sont attendues dans ce secteur d'activité du numérique. Et donc pendant 3 mois, c'est en fait un booster pour ces personnes-là, pour ces bénéficiaires, de reprise de confiance en elles. Parce que c'est souvent, en fait, ce qui leur point commun, c'est que quand elles arrivent chez nous, elles ont perdu confiance en elles. Et au sein de ce parcours-là qu'on va leur proposer, on va leur apporter des moments où elles vont pouvoir reprendre confiance en elles. Et c'est ce qui va faire que ça va devenir des professionnels du métier de développeur no-code avec l'apprentissage technique, bien sûr, au bout de ce parcours. Une fois qu'elles ont fait la formation, elles vont intégrer l'entreprise d'insertion. Elles vont intégrer l'entreprise d'insertion, donc ça veut dire qu'elles vont être salariées en insertion. Salariées en insertion, ça veut dire qu'elles travaillent pour nous maximum 2 ans. Donc, c'est des contrats qui durent 2 ans maximum, pendant lesquels elles vont continuer à monter en compétences, mais également répondre à des besoins clients, les clients de l'agence, de l'ESN qui a cet agrément entreprise d'insertion. Pendant toute cette période pendant laquelle les bénéficiaires sont chez nous, ils sont également accompagnés par une j'allais dire que c'est comme une sorte d'assistante sociale, c'est une conseillère en insertion professionnelle qui va accompagner chacune des personnes sur la levée de leurs freins. Donc ça peut être le logement, comme on le citait tout à l'heure, ça peut être déposer des dossiers administratifs, etc. Je vais aller rapidement sur ces slides, mais vous pourrez le retrouver dans la présentation qu'on va vous partager. C'est les compétences techniques que ces personnes ont acquis tout au long du parcours. C'est des compétences techniques de développeurs, mais également des compétences transverses de développeurs. Donc, elles sont en fait professionnelles de ce métier-là. Nous, quand on intervient, donc en tant que prestataire de service, finalement, avec Au Carré pour nos clients, quand on intervient chez nos clients, on va toujours intervenir avec un format qui est le suivant. On a donc un chef de projet qui est un interlocuteur dédié chez Au Carré qui va s'assurer, qui va prendre en charge le projet du client et qui va s'assurer que le projet est bien délivré, que les livrables répondent aux conditions de qualité, de professionnalisme, qu'ils soient rendus en temps et en heure. Donc, c'est ce chef de projet qui va s'assurer de la qualité. Et il va répartir également toutes les missions, toutes les tâches auprès des développeurs qui sont les salariés en insertion. Donc, on s'assure de la qualité du livrable par ce chef de projet qui fait l'interface entre le client et les développeurs. On fait monter ensuite les développeurs au fur et à mesure de leur parcours chez nous, au sein des échanges avec le client quand c'est nécessaire ou quand il y a un souhait d'une part et d'autre. L'accompagnement socio-professionnel dont je vous parlais tout à l'heure est également poursuivi pendant toute la période. Donc, on a en fait le salarié en insertion va continuer à parler avec son conseiller d'insertion professionnelle tout au long de son contrat pour faire les ajustements si nécessaire et s'assurer que tout fonctionne bien. Côté client,
Quel est l'avantage en fait pour vous? C'est déjà de faire travailler des personnes qui sont sous-représentées dans le numérique. Donc on a par exemple un taux de femmes qui est assez important dans nos équipes. Voilà, on peut avoir également des personnes en situation de handicap, on va avoir des jeunes, des seniors, il y a vraiment un public assez large. Et le fait de travailler avec une entreprise d'insertion et avec nos salariés en insertion vous permet voilà, d'avoir un impact positif d'un point de vue RSE et plutôt sur le S du RSE, donc la partie sociale. Sur les marchés publics, donc on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, avec notre statut d'insertion, les heures qui sont travaillées par nos développeurs sont intégrées dans les clauses d'insertion sociale. Donc elles sont comptabilisées dans ces clauses-là. Et bien sûr, comme on est en région parisienne, vous faites travailler des acteurs de proximité. L'avantage aussi du numérique, on l'a pas précisé, mais en fait, le digital, le fait de travailler sur du digital et du numérique nous permet d'intervenir au niveau national. Ça veut dire qu'on a des clients qui sont implantés un peu partout en France et on n'a plus cette barrière d'intervention qu'on peut avoir sur d'autres métiers de l'insertion, puisque donc on a des clients, par exemple, à Bordeaux, on peut avoir des clients dans l'Est. Donc ça permet aussi de pouvoir répondre à des besoins qui vont au-delà de notre département. Pour vous parler de quelques exemples de réalisations qu'on a fait, donc pour aller un peu plus dans le concret. Donc le no-code, je vous en parlais tout à l'heure, nous on s'est spécialisé sur le no-code tout simplement parce qu'en fait on constate qu'il y a un besoin croissant dans les entreprises. Alors on n'utilise pas toujours le terme de no-code quand on utilise ces outils-là, mais en fait on peut développer des applications web, applications mobiles, faire du prototypage. Voilà, on a une diversité de clients qui va des clients privés, des très grosses structures, groupes privés, à des PME, TPE. On va également travailler avec des acteurs du public. Donc en fait, le no-code est utilisé à peu près partout aujourd'hui. Et donc pour vous donner un exemple, donc je vais vous parler de la protection civile. La protection civile, c'est une organisation qui intervient pendant les événements et qui va gérer des incidents. Donc par exemple des personnes qui, pour vous donner un exemple, les vieilles charrues, une personne qui est victime de déshydratation. Dans ce cas-là, c'est la protection civile qui peut intervenir auprès de cette personne et la prendre en charge. Et donc, la protection civile était présente sur les Jeux de Paris 2024 et donc nous a sollicité pour développer initialement une application pour permettre de gérer un internat avec tous les bénévoles qui venaient intervenir à la protection civile. Finalement, donc on a fait une récolte des besoins, on a compris leurs besoins et on a développé une application qui leur a permis, donc bien sûr, de gérer cet internat de 356 places. Alors c'est énorme pour eux, puisque c'est pas leur cœur de métier de gérer voilà, des personnes, des bénévoles qui viennent 2 jours par-ci, 3 jours par-là, etc. Mais en fait, on a développé dans cette application toute une partie qui leur permettait de gérer les incidents au fur et à mesure de l'événement. Donc incident à la fois en termes de cybersécurité, puisqu'il y a eu énormément d'attaques pendant cette période, mais également les incidents sur les personnes, comme je vous le disais, voilà, avec des malaises qui peuvent se passer. Donc ça permet de remonter en temps réel tous les incidents qui ont eu lieu pendant ces jeux. Ça, c'est une intervention, donc un développement d'application qu'on a fait en régie. C'est-à-dire qu'on a eu une personne de notre équipe qui est intervenue pour le développement de cette application pendant ça a duré, c'était 10 jours. 10 jours de développement. Voilà, je voulais vous parler également de la direction interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la DIPLP, où là, on est intervenu donc sur le développement d'une application au forfait. Alors, la DIPLP, donc c'est une organisation nationale et l'objectif, c'était de pouvoir poursuivre des conventions et des actions au niveau
régionales, départementales et de collectivités. Donc, c'est un outil qu'on a développé qui permet pour chaque personne travaillant dans une collectivité, un département ou une région, de suivre ces conventions, d'avoir des reporting, un outil de reporting aussi à partir de cette convention. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a proposé des sessions de formation à ce client-là, donc des sessions de formation aux personnes au national pour qu'elles puissent monter en compétence sur la prise en main de l'outil et l'évolution de l'outil à proprement parler. Donc ça, c'est un des avantages du no-code, c'est que effectivement la montée en compétence sur les évolutions sont faisables. Et on a proposé des tutoriels, on a développé des tutoriels et proposé aux utilisateurs finaux pour qu'ils puissent donc prendre en main leur application de manière autonome. Dernier exemple, le ministère de l'Éducation nationale qui avait besoin d'un outil pour évaluer les établissements scolaires. Là, la petite différence, et je voulais vous en parler, parce qu'en fait, on a donc développé en régie cette application avec Sini, qui était une de nos développeuses salariées en insertion, qui est intervenue donc sur le développement de cette application. Après avoir suivi la formation chez nous. Et donc, elle intervenait pendant 2 jours par semaine chez le client donc en tant que développeuse no-code dans une équipe donc constituée d'un chef de projet au sein de l'Éducation nationale. Et au bout de 4 mois de régie, l'Éducation nationale a décidé d'embaucher Sini. Et donc aujourd'hui, elle travaille en CDI. Chez ce client-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a également la possibilité de recruter les personnes une fois qu'elles sont intervenues ou même sans être intervenues chez nos clients. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions-réponses. Et je te laisse, Nabil, peut-être reprendre la main. Merci beaucoup, Jessica. En effet, donc du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. On avait prévu voilà un temps de questions-réponses aussi pour que vous puissiez interagir, poser l'intégralité de vos questions. Alors, je sais qu'on a été très clair pendant cette présentation et pendant ce webinaire, mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur les achats inclusifs au sens large, que ce soit sur les prestations intellectuelles, voilà, des questions beaucoup plus ciblées. N'hésitez pas. Caroline voulait la slide avec les contacts. De toute façon, hein, la présentation vous sera envoyée. Vous aurez également accès au replay. De mon côté, je vais vous partager du coup le lien pour pouvoir télécharger aussi le guide dont parlait Jonas sur la partie appel d'offres, adapter ses appels d'offres, parce qu'en effet, c'est un facteur clé de succès. Donc voilà, donc comme ça vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, ensuite, si vous avez des sujets ou en tout cas des prestations, des projets, vous pouvez très bien du coup contacter Jessica ou Mathieu directement. Vous pouvez contacter également Jonas pour la partie Little Big Connection. Nous, de notre côté, Marché de l'Inclusion, donc on est un service public, une plateforme qui va vous permettre de faire des recherches sur la partie donc des fournisseurs inclusifs, pas que sur les prestations intellectuelles, mais sur la totalité de la palette des secteurs d'activité couverts par des fournisseurs inclusifs. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous ou vos collègues ont des projets d'achat inclusif, à utiliser le marché de l'inclusion, voilà, pour soit rechercher, soit pour déposer même vos projets d'achat et vos besoins d'achat directement sur la plateforme, pour que nous, on puisse les relayer aux fournisseurs inclusifs. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si Jonas, Mathieu ou Jessica, vous aviez peut-être des compléments ou
des éléments que vous vouliez partager en plus. Oui, bah, moi je veux bien, effectivement sur la slide de Jonas, sur les conseils finalement ou c'est les tips qui marchent bien. Nous de notre côté, on échange aussi, pas mal avec les acheteurs en amont, parce que c'est extrêmement important en fait, enfin il y a une méconnaissance de part et d'autre, hein, à la fois des types de prestations qu'on peut proposer, de la manière dont ça fonctionne. Donc en fait, nous, on est toujours preneur d'avoir des échanges en amont pour pour un sourcing, enfin faire des rencontres. Nos locaux sont toujours ouverts, donc c'est aussi la possibilité pour des acheteurs de voir ce qu'est l'insertion, voilà, qui sont les personnes en insertion, parce que finalement on a aussi des projections sur ces personnes-là. Donc moi, je dirais que c'est quelque chose effectivement je pense que c'est essentiel en fait pour apprendre à se connaître, de se rencontrer. Donc ça peut être des rencontres en visio, mais aussi voilà, avec des structures d'insertion. Et je préconiserais je rajouterais ce point-là peut-être. C'est un très bon point, ouais. C'est un très bon point parce qu'en effet, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et de lever aussi certains préjugés liés, qu'on retrouve malheureusement encore trop souvent, que ce soit sur le handicap ou sur l'insertion. Et Jessica a bien fait aussi d'identifier la palette large de personnes qui peuvent être en structure d'insertion parce que voilà, on n'est pas que sur des personnes issues du système carcéral. Voilà, c'est vraiment une très très large palette de personnes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement par des structures de l'insertion. Ouais, mais la création de relations dans la durée est effectivement clé. Je crois que tout le monde l'a évoqué. Passer aussi d'une relation finalement fournisseur à une relation plus de collaboration et de partenariat, comme tu l'évoquais, Mathieu. Et c'est vrai, peut-être pour préciser, rebondir sur ce que tu dis, Nabil, on parle d'insertion et de réinsertion, donc souvent, alors après il y a des liens, hein, mais réinsertion, on est plutôt effectivement sur du milieu carcéral, là où insertion, c'est des personnes, en fait, enfin c'est des personnes, j'allais dire normales, hein, mais en fait le point commun, c'est vraiment ça, c'est à un moment donné une perte de confiance en soi. En ses capacités professionnelles et voilà, on a des profils qui sont extrêmement compétents, performants et voilà, effectivement, c'est très loin du milieu carcéral. Hein. Ouais, je le dis, je le répète assez souvent, c'est faire des achats inclusifs, c'est pas faire du social dans le mauvais sens du terme. C'est faire du social dans le bon sens du terme parce que d'une, on a des qualités qui sont, des prestations qui sont de qualité, avec des résultats, voilà, à la hauteur des exigences des clients et en plus, on apporte cet impact social positif. Voilà, donc c'est pas entre guillemets une œuvre de caritatif que de faire des achats inclusifs, c'est vraiment responsable, mais tout en assurant la qualité des prestations et la satisfaction de ses clients internes et de ses clients externes. Voilà, on arrive à la fin du coup de ce webinaire. Il est 11h59. On a déjà des personnes qui sont parties manger. Je pense qu'elles n'ont pas résisté à l'appel du ventre. En tout cas, merci beaucoup Jonas, merci Mathieu, merci Jessica pour votre présence. Merci aussi à tous les participants qui avaient suivi ce webinaire. N'hésitez pas, on vous enverra, comme je le disais, la présentation et vous aurez accès au replay et nous, on se tient à votre disposition pour vous aider à développer vos achats inclusifs. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci à tous.